And the Oscar goes to... Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Histoire d'Oscar. Quand on a débuté l'écriture du projet, on s'est dit qu'on allait commencer avec deux gros films dont les récompenses sont rarement contestées. Les films peuvent ne pas être appréciés, leur qualité technique et l'ensemble les amenant à l'Oscar du meilleur film sont finalement peu discutables. Il ne faut pas oublier que malgré l'aspect prestigieux que représente un Oscar, il s'agit là d'une compétition entre films. Certains s'insurgent contre cet aspect concurrentiel, mais il n'empêche qu'il s'agit là du fonctionnement même des Oscars, et ce depuis 1929. C'est la même chose dans le domaine de la musique, la peinture ou encore la photographie. Mais nous reparlerons du fonctionnement des Oscars dans une autre émission. Ce qui est intéressant, outre la récompense, c'est le retour avec le public en général. Et le débat est parfois ironiquement de savoir si l'Académie des Oscars va se mouiller en rendant un verdict inattendu ou justement rentrer dans le code du film dit académique. Et c'est sans doute le cas, clairement le cas, avec notre film du jour, Le Discours d'un roi. Commençons par la genèse du projet. Tom Hooper, à ne pas confondre avec Tobe Hooper, est un jeune réalisateur anglais qui a commencé à travailler sur la BBC et n'ayant réalisé qu'un long métrage sur un entraîneur de football anglais, Peyton Cliché, avant de réaliser le film connu d'aujourd'hui. Voilà. En même temps, peu de choses à dire sur le bonhomme à l'époque, c'est assez rare de voir son second long métrage récompensé meilleur film. Il a réalisé ensuite d'autres films dont le décrié Les Misérables en 2012, ainsi que The Danish Girl en 2015. Ces mêmes films raflant au passage quelques Oscars pour l'acting. Parmi les acteurs, on retrouve Colin Firth, un habitué du grand écran mais surtout connu à l'époque pour Mamma Mia et Bridget Jones. Mais il s'illustra dans de nombreux films à Oscar dans des petits rôles dans Le Patient anglais, meilleur film 97, et Shakespeare in Love, film 99. On en parlera plus tard. Depuis, on a pu le retrouver notamment dans Kingsman 1 et 2. Il a déjà été nominé un an auparavant pour sa prestation dans le film A Single Man. Mais nous retrouvons également Geoffrey Rush Barbossa, qui fut déjà l'heureux receveur d'un Oscar pour son rôle dans Shine en 97. Lui aussi a également joué dans Shakespeare in Love, le film 99. Il y a également Guy Pearce, acteur souvent cantonné au second rôle mais maintes fois acclamé. Helena Bonham Carter qu'on ne présente plus. Timothy Spall qui joue Churchill mais aussi Peter Pettigrew, Michael Dumbledore Gambon qui joue le père du roi. Vous sentez cette bonne odeur d'acteur d'Harry Potter tellement anglaise? Vu le passé de Hooper en tant que réalisateur pour la BBC, il a pu bénéficier de la crème des acteurs ayant joué pour la télévision anglaise. Mais d'abord, penchons-nous sur le contexte. La concurrence en cette 83e cérémonie des Oscars 2011 fut assez rude. En effet, pas loin de 10 longs métrages se sont disputés la récompense de meilleur film. On retrouve 127 heures, Black Swan, Tout va bien, The Kids Are Alright, Toy Story 3, The Social Network, True Grit, Inception, Fighter et Witherspoon. Et malgré tout cela, Le Discours d'un roi était pressenti comme grand favori. Niveau anecdote de la cérémonie, 3 grands noms du cinéma ont reçu un Oscar d'honneur. Jean-Luc Godard, Eli Wallach et Kevin Brownlow, qui est un historien du cinéma. Et nous pouvons également noter la victoire de la musique électro plutôt rare pour The Social Network par Trent Reznor et Atticus Ross. Toy Story 3 devint le 3e film d'animation à être nominé dans la catégorie meilleur film après La Belle et la Bête et Là-haut. Les films en concurrence sont encore cités aujourd'hui en exemple. Une fois ça posé là, Le Discours d'un roi était-il vraiment un choix incontestable? Mais avant tout, de quoi parle le film? Le Discours d'un roi est un drame historique basé sur l'histoire du roi George VI. Début des années 30, le prince Albert, duc d'York, futur George VI, comte d'Apremont et de Pavincourt, et j'ai droit de vie ou de mort sur mes terres, est un prince ma foi fort civilisé qui se doit d'encourager le bas peuple. Il vit posé avec petite famille à l'appui, Béatrix l'Étrange et ses filles, mais petit souci... ce connard il bégaye. Et c'est un peu compliqué de pas passer pour un pignouf lorsque ton seul boulot est de faire des discours de prince. Au bout du rouleau, il renonce à se faire guérir après avoir tout essayé en matière de conseils de qualité, fumer 3 paquets de clopes par jour, mettre des boules de geisha dans sa bouche, etc., etc. Sa femme Elisabeth le persuade de consulter un dernier spécialiste aux méthodes radicalement différentes qui s'appelle Lionel Log. Lui, bref, un orthophoniste australien qui habite dans un quartier peu reluisant de Londres. Le duc a autant de confiance qu'un adolescent en pleine crise et décide de quitter le bureau de Log. D'ailleurs, pour info, ce bureau a vraiment servi pour un tournage de film porno gay. Rien de tel pour instaurer une ambiance chaleureuse. No, thank you. Noël 1936, 2 ombres planent sur la monarchie. En effet, le futur successeur du trône est un gros fêtard qui se moque un peu des conventions royales. Et la montée grandissante de l'Allemagne nazie est de plus en plus inquiétante. Vous prenez un prince bègue, un roi mourant, un successeur qui s'en tamponne le coquillard et la guerre qui est sur le point d'éclater, et vous obtenez le destin d'un homme qui s'apprête à livrer au peuple britannique un discours décisif pour l'histoire de son pays et du monde. Et on s'arrête là pour ne pas vous gâcher la fin pour ceux qui auraient envie de le découvrir ou de le redécouvrir. Bon film. Le Discours d'un roi fut nommé 12 fois pour gagner seulement 4 récompenses. Ce n'est pas une victoire écrasante, loin de là, mais ce n'est pas la première fois qu'un film reçoit beaucoup de nominations pour finalement peu de récompenses. Et on ne parle même pas des films ayant reçu plus de 10 nominations repartant bredouille. True Grit cette même année par exemple, ainsi que La couleur pourpre de Spielberg, ou encore Gangs of New York de Martin Scorsese.
Cela est dû notamment à la concurrence éclectique qui équilibra la répartition des statuettes dorées, mais aussi au fait que malgré son statut de grand favori, le film a sur lui l'image du film dit académique, c'est-à-dire un film ayant certaines qualités, mais restant classique, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Mais nous détaillerons cela lorsque nous parlerons du meilleur film. L'histoire, bien qu'assez incongrue racontée dans le film, n'a jamais fait l'objet d'une adaptation en livre. Autrement, il s'agirait de l'Oscar du meilleur scénario adapté. Dans le cas du Discours d'un roi, c'est David Seidler qui a gagné le premier Oscar de la soirée pour le film. King's Speech, David Seidler. L'auteur, mais également dramaturge anglais, a porté cette histoire au théâtre. Pour information, il a vécu sous le règne du roi George VI avant de débarquer aux États-Unis. Et à l'image du personnage du film, il était lui-même bègue étant jeune et a dû passer par des mois de thérapie. Des scènes tragicomiques que l'on retrouve d'ailleurs dans le film. Ce n'est pas tant le script qui est le plus intéressant ici, mais sa conception. Il a commencé ses recherches en 1970 et a retrouvé le petit-fils de Lionel Logue. Il a pu ainsi échanger et récupérer les carnets du grand-père. Le plus étonnant était que lors de l'écriture du scénario, David Seidler apprit que son propre oncle était également bègue et a été renvoyé en consultation chez le vrai Lionel Logue. Il déclara dans son discours accepter l'Oscar au nom de tous les bègues du monde entier. We have a voice. We have been heard. Thanks to you, the Academy. On pourrait s'étonner du choix de l'Académie face à la complexité d'un scénario concurrent comme Inception ou encore The Fighter. Et beaucoup ont râlé contre ce scénario simpliste, mais une fois encore, rappelons l'histoire. Il s'agit là de tenir en haleine l'histoire de l'amitié improbable entre un roi bègue et un orthophoniste australien. On dirait carrément le début d'une blague. Durant 2 heures. Et c'est en cela que David Seidler gagnait son Oscar, pour la reconstitution d'une histoire intimiste et plutôt incroyable. Tom Hooper remporta l'Oscar du meilleur réalisateur. Il gagna face à des sommités comme Darren Aronofsky, les frères Coen ou encore David Fincher. Cette victoire fut rapidement contestée par de nombreux journalistes, prétextant que réaliser un film comme Inception est, toujours dans le cadre de la compétition, un travail démesuré. L'absence de Nolan dans la catégorie meilleur réalisateur a fait soulever de nombreuses voix parmi les cinéphiles, et ont parfois vu la victoire de Hooper comme une certaine forme d'arrivisme pour un jeune anglais de 38 ans n'ayant qu'un seul long métrage à son actif. Mais une fois ces remarques parfois justifiées, d'autres un peu plus de mauvaise foi mises de côté, que retenir ? Tom Hooper a réalisé un biopic de qualité avec des acteurs excellents. Et c'est cette capacité à diriger des figures historiques et se plonger dans cette note de l'histoire qui lui a permis de gagner l'Oscar. La réalisation est en somme très classique, on se contente de plans larges sur trépied et quelques plans steadicam pour souligner les moments dramatiques. Et certains plans chez le Dr Log ont pour but de nous plonger dans l'intimité de cette histoire. Il n'y a pas ou peu de plans virevoltants de Londres reconstitués d'époque. Il y a une scène, des acteurs, quelques costumes et c'est tout. C'est du théâtre. Et on sent bien la patte du scénariste dans ces moments précis. Tom Hooper a surtout dirigé ses acteurs pour qu'ils tiennent le récit. Et nous pensons que la récompense lui fut attribuée pour la combinaison de sa capacité à diriger et pousser ses acteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, son jeune âge et la surprise de son second film international. Il dédicaça son Oscar à sa mère qui lui souffla l'idée du film en déclarant en fin de discours « Listen to your mother. Un vrai conseil de qualité ». And the Oscar goes to Colin Firth, The King's Speech. Colin Firth remporta l'Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal. Enfin, nous pouvons parler de la force indiscutable du film, la récompense qui a accordé un crédit en béton au long métrage face aux critiques du mérite des Oscars. Sa prestation du roi bègue en fit direct un futur gagnant des Oscars, et ce malgré la présence de Javier Bardem, Jesse Eisenberg, James Franco et Jeff Bridges. Incarner une personnalité de la royauté anglaise ayant un défaut d'élocution à l'aube d'un événement mondial est clairement un rôle dit à Oscar. Et Colin Firth s'est vraiment approprié le rôle. La détresse et l'impuissance se jouent dans un œil à chaque discours. Ses raclements de gorge et sa panique à chaque déclaration font que le spectateur ne peut que le prendre en pitié. Sa performance royale entre retenue et explosion de colère, tic nerveux et silence complexé font de ce personnage torturé un personnage qu'on a envie de suivre vers sa guérison ou non. Il n'y a qu'à voir la première scène où il galère. C'est extrêmement malaisant. Ce n'est pas la première fois que Colin Firth interprète un personnage bègue, mais la troisième. Il l'a déjà joué au théâtre, mais aussi dans un film intitulé Un mois à la campagne, où il jouait un vétéran de la Première Guerre mondiale traumatisé souffrant d'un problème d'élocution. Il déclara cependant être reparti de zéro pour le Discours d'un roi, et s'inspira du scénariste, qu'il remerciera d'ailleurs dans son discours de victoire. Pour lui, ce n'était pas le bégaiement qu'il a cherché à jouer, mais l'angoisse que cela peut générer. Il déclara avoir mieux compris la dimension héroïque de son personnage qui réussit à s'affranchir de son infirmité. This message, Doodah, spoken with the same depth of feeling Doodah Day. Mais bordel, qu'on donne un Oscar à cet homme! Ah, voilà. Merci. And the Oscar goes to The King's Speech. La question qui brûle les lèvres.
Qu'est-ce qu'un film académique ? D'après le dictionnaire, c'est une tendance chez un artiste à observer les enseignements formels des académies, à mouler sa production dans des cadres esthétiques traditionnels, respect excessif des formes et des conventions, absence d'originalité. Dans le cas des Oscars, c'est un film qui ne se mouille pas et qui reste dans les codes classiques du cinéma. Le film académique a acquis au fil du temps une réputation de film chiant, mais pas pour autant à chier. Réalisation propre, prestations aux petits oignons, propension au scénario biopic ou historique, un film académique est un film classe mais qui ne révolutionne en rien le cinéma. La vanne pré-Oscar est souvent la suivante. Si tu veux gagner un Oscar, il te faut un acteur ou une actrice de renom, faire des drames avec un message fort ou un sujet historique social, choisir des personnages de l'histoire. Ça vous rappelle rien ? Le discours d'un roi est clairement un film académique remplissant le contrat avec brio. Cela en fait-il un film moins bon pour autant ? Pas tellement. Il a remporté le précieux sésame pour le travail fourni par les acteurs, la justesse de la direction, la musique discrète d'Alexandre Desplat et sa reconstitution historique bien que filmée comme une scène de théâtre. Les producteurs Ian Canning, Emil Sherman et Garrett Unwin ont reçu des mains de Steven Spielberg l'Oscar du meilleur film. D'ailleurs, le personnage joué par Guy Pearce dans le film, le roi David/Édouard VIII, a été interprété par David Yelland dans l'autre Oscar du meilleur film 82, Les Chariots de Feu, et également par David Warner dans un documentaire, ce même David Warner qui jouait Lovejoy dans Titanic, Oscar du meilleur film 98. Autre info inutile, Simon Egan, coproducteur du film, a éraflé son Oscar en le confiant à sa fille de 15 mois, et dû le faire remplacer par l'Académie. Si on est bon en maths, on se rend compte que du coup le discours d'un roi a perdu 8 Oscars, dont voici un résumé rapide parce que ce serait trop long de détailler tout en parlant. Maintenant que nous avons évoqué toutes ces récompenses, qu'en est-il du film ? A-t-il eu un impact sur le monde du cinéma ? Même s'il s'agit d'un des films les plus récompensés de la cérémonie, au même titre que Inception, le film n'aura gagné que 4 Oscars dont 3 dits majeurs. Meilleur film, meilleur réal, meilleur acteur. Grand favori, soirée sans surprise. Cette cérémonie des Oscars n'aura pas brillé par son originalité, préférant le confort d'un bon film historique. Pour avoir vu les autres films, il est évident que l'Oscar le plus indiscutable de la soirée était celui du meilleur acteur. D'un point de vue critique et public, c'est un excellent coup. Le film fut également un succès planétaire en récoltant 402 millions de dollars de recettes pour un budget d'à peu près 15 millions de livres. Mais quelques années après, le public, sans aller jusqu'à vomir sur le film, se rappellera d'œuvres plus marquantes que notre film du jour. Inception, Black Swan, etc. Le discours d'un roi est un excellent film académique mais pas indispensable dans l'histoire des Oscars. Il ne marquera pas son temps autant qu'un Titanic ou un Parrain, mais il aura pour influence de faire exploser la carrière de Colin Firth. Et ça fait du bien. Et en phrase de fin, nous dirons que mieux vaut un film classique qu'un mauvais film original. 40 seconds, sir. C'est tout pour aujourd'hui, nous espérons que cette vidéo vous a plu. Nous sommes sortis des sentiers battus avec un film à impact mitigé, mais c'est ce qui nous intéresse le plus dans cette émission, vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir un film, ou même carrément de le détester au profit de ses concurrents. En attendant, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter nos vidéos, mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien louper de nos futures vidéos. Ciao!